Bienvenue dans l'Africa Newsroom. Nous sommes ensemble pour une heure de décryptage de l'actualité africaine en direct. Dernier volet ce vendredi de notre semaine spéciale opposition avec un dossier consacré à la Guinée. L'opposition peut-elle s'unir? Eh bien, nous en parlerons. Au programme également, voilà un an que le président Faustin Archange Touadéra a pris les rênes de la Centrafrique sur le terrain. L'heure est donc au bilan. Et puis, remaniement ministériel en Afrique du Sud. 9 ministres et 6 ministres adjoints ont été remerciés ce jeudi. Pour nous accompagner tout au long de cette émission, deux invités, Monsieur Ibrahima Sori Makanera. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, vous êtes juriste. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Avec nous également Monsieur Mamoudou Mara. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes consultant, gestionnaire de campagne marketing. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et notre éditorialiste Gracien Roukindikiza. Bonsoir Gracien. Bonsoir Gracien, bonsoir à tous. Tout de suite, c'est l'info du jour. L'arrivée au pouvoir du président Faustin Archange Touadéra en mars 2016 a suscité beaucoup d'espoir en Centrafrique, mais un an après le retour à l'ordre constitutionnel, le chef de l'État peine toujours à venir à bout des groupes rebelles qui règnent sur une bonne partie du territoire. Les détails avec Clément Joël Soala. Le 31 mars 2017 marque le premier anniversaire de la prise de pouvoir du président Faustin Archange Touadéra en Centrafrique. Le conflit militaire et religieux qu'a connu le pays a fait des milliers de morts et des centaines de milliers de réfugiés. La sécurisation du pays demeure une tâche difficile. En février dernier, une dizaine de personnes ont été tuées par les membres d'un groupe armé dans la préfecture de Ouaka, au centre du pays. Un an pour le président Touadéra, je pense, si on fait le parcours de tout ce qu'il a réalisé pendant les 1 an, je pense que le bilan est positif. En accédant au pouvoir, le président Faustin Archange Touadéra avait promis de lutter pour le retour de la paix dans le pays en mettant fin à la violence. À Bangui, les populations ont repris leurs activités. Toutefois, une bonne partie du pays est toujours sous le contrôle de chefs de guerre. Oui, l'économie commence à s'évoluer de peu à peu, mais reste le problème de l'insécurité qui règne au cours de la route. Il y a encore des choses qui nécessitent ces efforts et sur lesquels le peuple centrafricain compte énormément sur lui. C'est-à-dire le président doit éviter beaucoup de népotisme, beaucoup de clanisme et également descendre à la base, toucher les réalités socio-économiques ou les réalités sociopolitiques pour pouvoir répondre véritablement aux aspirations du peuple centrafricain. Selon les organismes d'aide, environ 2,3 millions de Centrafricains ont besoin d'aide et d'assistance humanitaire et près de 20% de la population est déplacée. Les Nations Unies estiment à 400 millions de dollars les fonds nécessaires pour couvrir un plan humanitaire censé venir en aide à 1,6 million de Centrafricains en 2017. Monsieur Makanera, quelle appréciation faites-vous de l'action du président Faustin Archange Touadéra à la tête de la République centrafricaine? Je pense qu'actuellement, il est un peu difficile de parler de cette situation, dire qu'il a bien travaillé ou pas, parce qu'il a hérité d'une situation quand même catastrophique dont les racines ont été plantées depuis très longtemps. Le président centrafricain a trouvé une situation difficile à vaincre, même pour un pays normal, si je peux m'exprimer ainsi. Vous savez, quand les groupes armés prennent racine dans un pays, il y a beaucoup de choses qui viennent se greffer à cela. Il y a des trafics d'armes qui l'entourent. Vous avez ces chefs de guerre qui ont adopté un certain mode de vie. Pour vaincre cela devient un problème, d'autant plus que certains savent qu'après... quand la paix reviendra, ils seront amenés à rendre des comptes. Ce n'est pas une situation qu'on peut régler en une année. Je pense qu'ils bénéficient encore de circonstances atténuantes. Alors, on l'a vu dans le reportage, hein, les groupes armés continuent de contrôler une grande partie du territoire. Monsieur Mara, est-ce que vous avez l'impression que le président Touadéra a une stratégie claire pour établir la sécurité?
Je pense qu'il a une stratégie claire parce qu'il a été élu avec un bilan qu'il essaie de mettre en place. Il y a eu un dialogue assez posé en Centrafrique. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, l'État, ce qui est important, c'est de voir que l'État renaît. Les forces armées commencent à travailler. On a remarqué qu'il y a eu à peu près une trentaine de gendarmes qui ont été amenés à Bambari, je crois. Et ça veut dire que l'État est présent, l'État essaie de travailler. Un an de bilan, c'est difficile à travailler là-dessus. Mais ce qui est important, c'est le retour de l'État, le retour de l'ordre constitutionnel et le retour aussi des services publics dans différents secteurs de la vie sociétale. Alors, Gratien, pendant cette année, on a souvent reproché justement au président Touadéra de se cantonner à Bangui, la capitale, et de ne pas aller à l'intérieur du pays pour rencontrer les groupes armés et justement essayer de trouver des solutions à cette crise sécuritaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, d'abord, je pense que l'approche qu'il a adoptée devrait être corrigée parce qu'elle n'est pas adaptée à la situation. Il avait un bon programme, mais il s'est cantonné, comme vous le dites, il est resté à Bangui. Maintenant, il y a la sécurité à Bangui, il y a de la force internationale qui se trouve là, qui aide à sécuriser, mais le reste du pays a été abandonné. Je pense qu'il ne devrait pas aller voir les rebelles pour négocier ou discuter avec ces rebelles, parce qu'il est le président du pays. Il doit faire une autre approche. On a parlé notamment de dialogue pour essayer de trouver une solution. Vous pensez que ce n'est pas la bonne solution? Il ne faut pas dialoguer avec les groupes armés? Bon, pour le moment, je pense qu'il y a eu beaucoup de discussions avec les groupes armés. Il y a eu beaucoup d'avancées, mais on a l'impression qu'il y a ils sont devenus comme des rois terrés dans certains endroits. C'est quoi finalement la stratégie? Qu'est-ce que vous préconisez? Mais la stratégie, pour moi, actuellement, la stratégie est militaire. Il doit allier la politique et l'armée. Il ne peut pas discuter avec Séléka, il ne peut pas discuter avec Zantibalaka. On sait bien qu'ils veulent rester dans leur territoire. Mais en même temps, c'est que les forces qui sont la MINUSCA, qui se trouvent là, il y a des bataillons, des régiments qui côtoient Séléka, qui côtoient les autres groupes, mais qui les laissent faire. Il faut que le président Touadéra adopte une autre stratégie, demande à la MINUSCA de recevoir certains ordres du président de la République pour qu'il dise « voilà, je veux que ce territoire soit à moi, soit sécurisé, qu'il n'y ait plus de rebelles ». Sinon, il va rester dans la même situation. Ce qu'on faisait avant qu'il y ait la communauté internationale qui intervienne. Un pays pouvait demander à notre voisin de venir l'aider à sécuriser et on pouvait conquérir tout le pays et chasser des groupes rebelles de cette façon. Ça se passe dans plusieurs pays, ça s'est passé. Je pense que lui aussi, il doit adopter un autre mode de fonctionnement. Alors, Gratien, un des grands défis de la Centrafrique, c'était également le programme DDRR. Où en est-on? Est-ce que les choses avancent? Les choses n'avancent pas parce que justement, les gens qui doivent être démobilisés, ce sont ces mêmes rebelles de Séléka, ces mêmes rebelles d'Antibalaka. Il y a déjà maintenant, on parle des 3 R, retour, réclamation, réhabilitation, donc un autre mouvement qui se crée. Donc, on ne peut pas démobiliser uniquement les anciens militaires. Je pense que ce programme, il est presque au point mort. L'argent peut sortir, mais en réalité, il n'y a pas d'avancée parce qu'on aurait pu créer des bataillons. Alors, jusqu'ici, le gouvernement a privilégié le désarmement volontaire. Est-ce qu'il ne faudrait pas finalement envisager un désarmement par la force, M. Mara? Je ne pense pas que le désarmement par la force soit une solution. L'exemple, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a connu 10 ans de transition politique assez difficile. Au jour d'aujourd'hui, les rebelles sont rentrés dans les casernes et l'ordre constitutionnel est rétabli. La Côte d'Ivoire est un exemple pour la Centrafrique. À partir de là, on peut trouver une solution au niveau de l'Union africaine pour reprendre à ces programmes. Un désarmement volontaire, ça ne marchera quasiment jamais parce que si vous appelez les gens par la force à faire certaines choses, je pense que ça ne résout pas le problème. Il faut plutôt aller dans un cadre pacifique. Moi, je pense le contraire, totalement. Vous savez, ces gens-là sont dans une situation, ils ont adopté un mode de vie, ils s'enrichissent comme ça, ils deviennent leur propre chef partout. Mais ce pays-là, d'abord, avant même cette situation, il y a une bonne partie de ce pays qui disait que l'administration était déjà absente. Aujourd'hui, il y a les milices, il y a les hommes en armes qui sont là. Ils ne peuvent pas partir comme ça seulement. Il faut un rapport de force tout en laissant la porte ouverte au dialogue. Mais laisser des individus qui sont devenus des chefs de leur propre président, si je peux dire ça ainsi, qui raquettent la population, tue qui il veut, je pense leur dire de renoncer à ça pour autre chose, de façon volontaire, ça m'étonnerait que ça marche.
On disait la même chose par rapport aux rebelles de la Côte d'Ivoire. Mais finalement, on a trouvé solution aujourd'hui. Les rebelles de la Côte d'Ivoire. Ouais, on disait les rebelles de la Côte d'Ivoire, ils sont arrivés quand même au pouvoir. Hein. Oui, mais je pense que pour gérer le problème, il faut aussi que je pense que pour gérer le problème, il faut aussi une implication transversale, c'est-à-dire que les pays de la sous-région, les pays limitrophes, puissent aider aussi la Centrafrique à s'en sortir. Ce qui ne se fait pas. Merci messieurs pour toutes ces précisions. Dans l'actualité, j'ai également un remaniement ministériel en Afrique du Sud. 15 membres du gouvernement ont été remerciés ce 30 mars par ce chamboulement. Le président Jacob Zuma dit vouloir donner un nouveau souffle à l'exécutif. Les détails dans ce sujet de la rédaction. Le nouveau gouvernement sud-africain affiche 10 nouveaux ministres et 10 autres vice-ministres. La nouvelle du remaniement est tombée tard dans la soirée du jeudi 30 mars. Ce sont 9 ministres et 6 ministres adjoints qui ont été remerciés. Si la rumeur du remaniement ministériel se faisait déjà entendre dans le pays, le nombre de départs surprend plus d'un. Le président Jacob Zuma dit vouloir ainsi amorcer une transformation socio-économique radicale du pays. I've decided to make changes to the national executive. J'ai décidé d'effectuer des changements au sein de l'exécutif national pour le rendre plus efficient et améliorer son efficacité. Ces changements placent des jeunes et des femmes au cœur de l'exécutif national pour bénéficier de leur énergie, leur expérience et leur expertise. Sans surprise, le grand absent du nouveau gouvernement sud-africain reste Pravin Gordhan. L'ex-ministre des Finances et le président Jacob Zuma avaient clairement affiché leur divergence de point de vue sur la politique du gouvernement, notamment sur la gestion des finances publiques. C'est à se plaindre que des décisions aussi importantes soient prises ainsi, quand on sait que le pays est actuellement politiquement instable et quel effet cela pourrait avoir sur notre économie. C'est décevant et je crois que la plupart des Sud-Africains sont contre cela. Je crois que cela est bon pour le pays et pour l'économie de l'Afrique du Sud. Le nouveau ministre sud-africain des Finances est Malusi Gibaga. Considéré comme un fidèle du chef de l'État Jacob Zuma, il était ministre de l'Intérieur. Le nouveau gouvernement aura la lourde tâche de redresser l'économie du pays en régression ces dernières années. Monsieur Mara, 15 ministres remerciés, c'est une réorganisation très importante. Oui, c'est très important pour un pays comme l'Afrique du Sud, c'est salutaire, mais il faut voir ce que ces 15 pourront faire. Mais ce que je crois qu'il faut remarquer, c'est que l'Afrique du Sud a été pendant longtemps menée à des scandales économiques, notamment l'octroi des marchés publics. Et je pense que ces remaniements, c'est une façon de mettre un terme à ça et de renouveler aussi la politique économique du pays. Mais ce que je voulais dire principalement, c'est que l'Afrique du Sud est un symbole politique très fort pour nous, les jeunes Africains. Parce qu'avec là, ils ont combattu un régime qui était en place, l'ANC. Je pense que les politiques africains, sud-africains, devaient plutôt être porteurs d'espoir pour la jeunesse africaine, parce qu'ils ont connu une période très, très sombre dans leur pays. Donc, à mon avis, ils seraient plus à même d'apporter des solutions à leur peuple, tout en regardant l'Afrique, afin qu'ils soient l'exemple porteur d'espoir pour toute une jeunesse africaine. Alors, le limogeage du ministre des Finances, Pravin Gordhan, notamment, fait couler beaucoup d'encre. Gratien, est-ce que ce dernier est en train de payer le prix de son engagement contre la corruption ? Oui, bien sûr. Il est en train de payer son prix. Vous savez bien qu'il faisait des allers-retours parce qu'il n'est pas aimé par la famille amie à Zuma, à la Gupta. Et il part. Et en même temps, ce que Zuma fait, il fragilise les marchés. Il rompt pratiquement la confiance qui revenait des investisseurs parce que son ministre, il symbolisait la confiance, il symbolisait des réformes en Afrique du Sud, notamment au niveau des dépenses, la réduction de certaines dépenses et le refus de financer des établissements publics qui perdaient de l'argent. Et cette fois-ci, on voit plus ou moins, il y a aussi une implication politique, c'est que Zuma, il met de plus en plus des gens proches de Madame Zuma, qui était secrétaire générale de l'Union africaine, aujourd'hui, qui va être candidate aux élections. C'est-à-dire que c'est une stratégie en vue des prochaines élections. C'est une stratégie parce que déjà, il y a une opposition au niveau de ce remaniement. Cyril Ramaphosa est opposé à ce remaniement,
qui sera aussi candidat, donc opposé à Mme Zuma. Il y a aussi le Parti communiste allié à l'ANC qui est opposé à son remaniement, notamment au changement de son ministre des Finances, ce qui fait qu'on voit bien quels sont les rapports de force qui commencent à s'engager en Afrique du Sud. Au niveau de l'ANC, on ne sait pas vraiment ce que l'ANC sera après ces élections. Monsieur Makanera. Mais ce remaniement n'est que diversion. Le problème sud-africain, c'est son président. Tout le monde a constaté l'inconduite notoire de M. Zuma. Je pense que ça a été une malchance pour l'Afrique du Sud aussi d'avoir un tel dirigeant au XXIe siècle, au tournant de leur histoire. Le ministre des Finances, tout le monde on a tous suivi leur bras de fer parce que voilà un ministre qui décide de mettre fin à la corruption, à la tête de laquelle se trouve le président Zuma. J'ai un exemple frappant dans un autre pays africain, c'est la Guinée. Vous constaterez que les Guinéens n'ont pas de passeport. Ça fait des années. Nous allons avoir l'occasion c'est de parler un exemple. Le jour où un ministre a dit, parce que tout le monde sait ceux qui ont la main derrière ça, il dit si la société qui délivre les passeports ne fait pas son boulot dans 15 jours, ils seront remerciés, c'est le ministre qui s'est fait remercier. On sait que quand on se met à travers l'intérêt des dirigeants, ce sont ces genres de choses qui risquent de vous tomber dessus. Alors, le limogeage du ministre des Finances, j'y reviens, a créé beaucoup de remous au sein de l'ANC, notamment l'ANC qui est déjà très fragilisée. Est-ce que finalement cette décision ne risque pas de fragiliser davantage le parti au pouvoir, M. Mara? Je pense que ça risque de fragiliser. Toute décision politique a toujours des conséquences sur les partis, surtout le parti qui dirige. Mais je pense que l'ANC doit se restructurer, doit se trouver de nouvelles stratégies de combat, parce qu'aujourd'hui, l'ANC à l'époque de Nelson Mandela et l'ANC de maintenant, c'est plus pareil. Et je pense que l'ANC doit être un moteur de croissance pour l'Afrique en général, parce qu'ils ont un héritage assez lourd dans la mesure où ils ont connu des difficultés, une période assez sombre de leur histoire. Donc ils peuvent se servir de ces périodes sombres pour faire en sorte que l'Afrique puisse prospérer, pour faire ensuite que la politique africaine soit différente et porter des valeurs africaines, mais des valeurs africaines démocratiques, des valeurs de justice, des valeurs de moralité. On parle tous de moralité et l'ANC doit porter ces valeurs. Et Nelson Mandela en est la preuve. Et donc, c'est un lourd héritage pour la jeunesse africaine. Je pense que l'ANC a dirigé à un certain moment. Nelson Mandela n'est plus là et ce n'est plus l'ANC de Mandela. Moi, je pense que l'Afrique du Sud vraiment a besoin d'une alternance. Que l'ANC se retrouve dans l'opposition. Que l'ANC subisse, voit vraiment la réalité des choses. Que le peuple sud-africain découvre le vrai visage de l'ANC actuelle et aussi expérimente d'autres politiciens. C'est de cette façon-là que la politique sud-africaine, même l'économie, pourra redémarrer. Sinon, ça va continuer au niveau de la corruption. Cyril Ramaphosa, c'est un produit de l'après. De l'ANC, bien sûr, mais avec les restructurations, tout ce qui s'est passé avec ce qui a favorisé les Noirs, notamment, il en a beaucoup profité. Il faut qu'il y ait une autre classe qui n'en a pas profité. Merci Gratien. Nous allons à présent marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom. A tout de suite.